Laura. Je remercie, excusez-moi, je ne suis pas très futé dans ces choses-là. Je remercie Laura Fournier, Finocchiaro et Jean-Yves Frétinier de m'avoir proposé cette visioconférence et d'avoir pris l'initiative de marquer d'un caillou blanc l'aboutissement de cette longue entreprise éditoriale. L'Epistolario de Massimo d'Azeglio couvre une période de 56 années, de 1810 à 1866. Il se compose de 12 volumes d'un total de 7165 pages, dont 608 d'introduction. Ce n'est pas moi qui ai fait le compte, hein, quelqu'un l'a fait pour moi. Il contient 4704 lettres de Azeglio et 2166 lettres de ses correspondants, résumées en forme de regesti dans la deuxième section de chacun des volumes. Environ un tiers de ce matériau est inédit, ce qui est beaucoup et parfois précieux. Un seul exemple, la lettre à Vincenzo Malenchini, qui fournit le chiffre des 2 lettres codées qui rendent compte du message délivré par Charles Albert lors de l'entrevue du 12 octobre 1845 qui prélude à la première guerre d'indépendance. Deuxième volume, volume 2, page 385. Il y en aurait bien d'autres, mais enfin, je n'en cite qu'un. De ce travail de recherche et d'édition, il résulte que la correspondance de Massimo d'Azeglio figure quantitativement parmi les 5 plus importantes du XIXe siècle. Mazzini, environ 10 000, Cavour, 8 600, Guerrazzi, 8 000, Carducci, 6 000, assez loin devant Garibaldi, Manzoni et Gioberti, 2 000, Alfieri, 1 000 et Leopardi, 1 000 environ. C'est un corpus écrit Rosanna Roccia dans sa recensione de la revue Studi Piemontesi. C'est un corpus, dit-elle, plein de suggestions, dominé par la personnalité et par la versatilité de Massimo, peintre, écrivain, homme politique, et par les événements qui, de la Restauration à l'épopée du Risorgimento, traversèrent son existence. Alberto Maria Ghisalberti, le meilleur connaisseur d'Azeglio, auteur de nombreux essais sur lui, éditeur scientifique des Ricordi, situait sa correspondance parmi les plus intéressantes du XIXe, et Carlo Pischedda, éditeur scientifique des 21 volumes en 34 tomes de Celle de Cavour, me disait souvent que j'avais de la chance. Les lettres d'Azeglio sont variées, disait-il, intéressantes. Elles racontent des histoires, une histoire. Celle de Cavour ne parle que de politique et d'économie. Lorsque, dans les années 1970, je demandais à mon directeur de recherche, Jacques Goudet, de me proposer un sujet de thèse, il me suggéra les noms de Gioberti, Vico et Azeglio. Les 2 premiers avaient déjà fatigué des esprits beaucoup plus musclés que le mien, et après une rapide enquête, je choisis le 3e. Parmi la production azeglienne, romans, récits, mémoires, journalisme politique, dessins, tableaux, les lettres m'apparurent bien vite comme un corpus intéressant à plus d'un titre, varié, dispersé, non encore fixé, en partie inédit, demandant à être constitué et établi avant que d'être analysé. Un véritable travail de repérage, d'archivage et de philologie. Ghisalberti avait entrepris de le réaliser. Et c'est de lui, le commandant en chef des risorgimentisti italiens, si j'ose dire, qu'on attendait la réalisation et la publication de l'Epistolario, et non pas d'un Français débutant dans la carrière, comme moi. Mais ce fut pour lui à la fois trop et trop peu. Trop peu, car l'édition d'une correspondance est un travail de bénédictin qui émiette et éparpille la matière sans laisser à l'historien le temps et le loisir d'élaborer des synthèses brillantes et intellectuellement stimulantes dont Ghisalberti a donné des preuves éminentes. Trop, car ses lourdes responsabilités universitaires et administratives ne lui en laissèrent pas le temps. Et il ne le fit pas et me déclara un jour avoir ripiegato la bandiera, replié son drapeau. Quant à moi, je me suis senti attiré par cette perspective de temps long qui permet aux chercheurs de reparcourir patiemment au long des jours l'itinéraire textuel
et existentielle de son auteur. Et en fait, de temps long, j'ai été largement servi, puisque mon premier article sur le sujet est de 1981, et au fur et à mesure que le temps passait, je me demandais si j'allais réussir à faire mourir Azeglio une deuxième fois avant moi. Grâce à la Providence, comme dirait Manzoni, j'y suis arrivé. La recherche de tout ce matériau s'est faite en partie à Tavolino. Enquête particulière et circulaire auprès des surintendances, des musées, des archives d'État, des archives provinciales et communales, et bien sûr aussi sur le terrain. Chercher et trouver dans les archives publiques et dans les bibliothèques est certes source de joie, mais être invité à consulter des archives privées réserve des découvertes inattendues. C'est l'occasion de contacts humains précieux, chaleureux, source d'estime et d'amitié souvent durables, parfois dans des demeures et avec des personnages remarquables, comme ce fut le cas des rencontres avec Adele Failla Lemme, descendante d'une des petites filles de Massimo, dans sa superbe demeure de Pollenza, près de Macerata, et dans la villa, au sens italien du terme, du comte Francesco Lucino Arese, à Osnago, près de Milan, en Lombardie, ou dans le château de Ricasoli, descendant du baron de Fer, à Broglio in Chianti, et prospecter dans un tel château et au cœur d'un pareil vignoble, ce n'est pas mal. Et bien d'autres, évidemment. La découverte de certains manuscrits fut parfois aventureuse, comme celle de cette lettre accrochée au mur du célèbre café Greco de la Via Condotti à Rome, dont il fallut démonter le cadre pour en permettre la reproduction, ou comme celle de la lettre à Laura Bon, amante de Victor Emmanuel, et d'après ce dernier, également de Massimo. Il est question d'un rejeton Farina del Sacco del Presidente. Le président, c'est Azeglio. Cette lettre est conservée aux archives d'État de Mantoue. Elle était déclarée intouchable car ornée d'un ruban tricolore. Et il a fallu, pour la reproduire, l'intervention personnelle de la première magistrate de la ville. Sur Massimo d'Azeglio, quel est aujourd'hui le jugement de l'histoire? Umberto Levra déclare, alors j'hésite à le dire en français, peut-être en français et en italien aussi, puisque tout le monde le comprend. Je vous le dis en italien. Massimo non fu solo il piaccione, simpatico, arguto, ironico, codificato dalla storiografia. Fu anche duro, ostile e tutt'altro che disponibile a dialogare con gli avversari. Fu anche impolitico, non perché, come diceva lui, mi secco, ma perché in varie situazioni non ebbe l'intuito politico di aprirsi al dialogo, restando invece chiuso come un'ostrica. Fu l'indispensabile personaggio di trapasso tra antico regime e Stato costituzionale, con la difesa dello Statuto a suo merito, ma come la intendeva lui, niente di più e niente di meno. Probabilmente però, se non ci fosse stato quel Giovanni Battista, Cavour e il governo parlamentare avrebbero avuto più difficoltà ad affermare. Être comparé à Jean-Baptiste le précurseur et considéré comme acteur indispensable de l'avènement du régime constitutionnel n'est pas un mince compliment ni un moindre mérite. On s'accorde à le considérer comme le plus italien des Italiens de l'épopée risorgimentale. Comparé à Cavour, stratège politique génial, qui en fait d'Italie n'avait guère bougé de son Piémont natal, Azeglio avait eu une enfance florentine, une jeunesse romaine, un âge adulte milanais, avant de se mettre définitivement sur la grande route, la strada maestra, et de se lancer dans l'exploration de la géographie politique de la péninsule qu'il parcourut tout entière, d'Aoste à Syracuse, ou comme il dit, da Susa à Trapani, du haut en bas de l'échelle sociale. Arrivé au pouvoir en 1849, après la première guerre d'indépendance, il est crédité par les historiens unanimes d'un certain nombre de mérites. Avoir accepté la charge du ministère piémontais après la défaite de Novare en mars 1849. Avoir dicté le Proclama de Moncalieri en novembre 1849 et permis la dissolution de l'ingouvernable chambre d'alors, avoir sauvé et su maintenir le statuto, avoir su rétablir les finances du royaume.
Massimo d'Azeglio, écrit Marciano Brignoli, a assuré le gouvernement de Piémont en des temps très difficiles. Le pays vaincu et occupé par les Autrichiens, l'armée battue et démoralisée, les finances épuisées, le commerce languissant, le statuto menacé sur sa droite et sur sa gauche, une chambre en proie à la confusion et au ressentiment, la couronne elle-même mise en discussion. Massimo d'Azeglio ne s'est jamais donné des airs d'homme d'État ni de père de la patrie. Il a toujours agi guidé par son bon sens et assisté par une loyauté à toute épreuve. Quand il quitte le pouvoir, le Piémont est un État constitutionnel, laïque et moderne. Ses finances sont restaurées, les commerces réactivés, l'armée réorganisée et la monarchie, en même temps que son prestige passé, s'est gagné aussi la faveur populaire. Certes, Cavour donnera à la politique du Piémont l'impulsion spectaculaire de son génie. Cavour fondera le royaume d'Italie, mais le socle solide, condition de la grande politique cavourienne, sera le Piémont de Massimo d'Azeglio. La formation du connubio, c'est-à-dire l'alliance avant le centre-gauche, fut la limite qu'il ne sut ni ne voulut franchir. Ne più ne meno dello statuto était sa devise, et certaines pages inédites du 7e volume donnent de lui, qui ne transigeait guère avec ses principes, une image presque émouvante de la crise qu'il dut affronter et qui conduisit à sa démission. Le 5 février 1852, alors qu'Azeglio est absent, Cavour, ministre des Finances, déclare vouloir s'opposer au durcissement de la loi sur la presse voulu par Luigi Federico Menabrea et accepter, ce faisant, de se priver du soutien de la droite. C'est ainsi que se mettait en place le connubio. Refusant et ne voulant pas reconnaître qu'il est mis désormais en minorité par l'alliance avec le centro-sinistro, lors de la séance du 3 avril 1852, Azeglio déclare à la Chambre: « Il y a des occasions, messieurs, dans lesquelles se maintenir entre deux partis extrêmes donne nécessairement l'impression d'une oscillation politique. De la même façon qu'un homme qui se sentirait tiré dans deux directions opposées, bien qu'il fût solidement campé sur ses jambes, ne pourrait pas ne pas ressentir un certain mouvement. Mais ce mouvement, quand il a été trop tiré vers la droite, le ministère l'a fait vers la gauche, par une nécessité dynamique naturelle. Et quand il a été trop tiré vers sa gauche, il a opéré, il a opéré un mouvement vers la droite pour le même motif. Déclaration qui déclencha évidemment chez les députés l'hilarité générale. Dialectique que Guy Alberti appelait avec humour du juste milieu pendulaire, giusto mezzo pendolare. C'est dans ce contexte, que se situe la scène peu banale où l'on voit Cavour venu un matin chez Azeglio en compagnie d'autres ministres pour pousser la candidature de Rattazzi à la présidence de la Chambre. Azeglio objectait avec entêtement: « Mi, monsieur Rattazzi, il veut une saveine. » Moi, de monsieur Rattazzi, je ne veux rien savoir, je ne veux pas en entendre parler. Et Cavour jetait par terre l'assiette et l'omelette du petit déjeuner et quittait les lieux en criant: « Allez Nachula, allez Nachula !» C'est-à-dire una chiolla, un objet innommable lorsqu'on s'adresse à une dame. C'est la définition qu'en donne Azeglio lui-même, ce qui n'empêche pas d'appeler Carlo Alberto la magnanima chiolla. Epistolario 6, page 143. Quelques mois plus tard, il confessera: « Je ne voulus pas que le public fût mis au fait des divisions intérieures, et voulant voir venir, je fis comme ce général qui, désobéi par sa troupe, se met pourtant à sa tête pour cacher à l'ennemi la sédition. » Volume 7, page 16. Nombreux dans cette correspondance sont les témoignages remarquables de vérité et de réalisme. Son enthousiasme néo-guelfe pour Pie IX fut sincère, comme fut sans limite la déception causée par la campagne militaire de 1848. L'expérience amère de la participation à cette campagne au sein de l'armée pontificale fut douloureuse. « Je n'ai jamais rien tant regretté que de m'être mis dans cette armée », dut-il reconnaître bien avant la fin des hostilités. Durant la bataille, quelques jours avant la défense du Monte Berico, près de Vicenza, au cours de laquelle il fut blessé,
Il écrivit cette lettre tout à fait extraordinaire par les événements qu'elle raconte et par les sentiments de dépit et de rage qu'il inspire. Sachez donc maintenant, écrit-il à sa femme le 2 juin 1848, pour qu'elle le répète à leurs amis, ce que je ne vous ai jamais dit, que les troupes de ligne de l'armée pontificale sont pires que les Napolitains. Qu'à Trévise, à la première canonnade, les chevaux de l'avant-garde se sont renversés sur l'infanterie, que tous se sont enfuis comme des voleurs, que l'ambulance a recueilli 60 hommes, dont 6 seulement étaient blessés, que 2 sont devenus fous et que plusieurs sont morts de tétanos et de peur, que plus de 10 officiers des grenadiers ont abandonné leur poste face à l'ennemi, qu'il fut impossible de faire avancer un officier des dragons arrivé à Padoue, actuellement sous conseil de guerre, prévenu de peur, que le jour de la sortie, un peloton de dragons, positionné à 300 pas derrière nous, fut abandonné par l'officier qui le commandait, lequel alla prendre position 300 mètres plus en arrière. Que le colonel m'a dit qu'il ne sait plus comment gérer 3 de ses officiers, tellement ils ont peur. Que les corps francs abandonnent leur position sans avoir reçu l'ordre et qu'on n'est jamais sûr des positions couvertes par eux. Qu'un colonel des leurs, le soir où l'on tenait pour certain qu'on allait être attaqué, écrivit qu'il était trop exposé et qu'il donnait sa démission. Et l'on était face à l'ennemi. Volume 4, page 180. Ou encore au journaliste français Louis Geoffroy, pour que ce soit répété et su en France, un des rédacteurs de la Revue des Deux Mondes. L'armée du pape, ramassis de canailles, commandée par un tas d'animaux qui n'ont ni instruction, ni bonne volonté, ni tradition militaire, rien, a fait ses preuves en conséquence. L'armée pontificale est entrée à Trévise dans l'ordre suivant. Infanterie à 4 pattes, cavalerie courant sur le dos des fantassins, au-dessus du total, une batterie d'artillerie. Finalmente Cavour. Enfin Cavour, d'accord, finalement Cavour, écrit Ghisalberti. Mais ce dernier entre en scène quand l'autre, l'homme agréable et sympathique, il Piacevolone de De Sanctis, a travaillé dur pour lui dégager la voie. La paix de Milan, la proclamation de Moncalieri, la greffe des exilés sur le tronc piémontais, exemple Pasquale Stanislao Mancini, les lois Siccardi, le premier rapprochement avec le Schinant libéral sont autant d'étapes positives de l'itinéraire politique azelien. Azeglio reconnaissait la supériorité de l'intelligence politique de Cavour, mais fidèle aux valeurs que lui avait inculquées son père Cesare, il ne pouvait approuver la morale de Cavour, la raison d'État et la fin qui justifie les moyens, sa spregiudicatezza, les filouteries, les coups de poker, les bobards vendus pour des vérités, les briconneries et giochi di bussolotti, les balles spacciate per verità. Politiquement, il ne lui pardonnait pas d'être allé déranger Mazzini et Garibaldi et ne pouvait voir sans crainte l'annexion du Mezzogiorno. Et Terzine contre les Napoletani et I Meridionali sont 2 écrits d'une férocité peu banale. Mais en 1859, à la veille des événements décisifs de cette année-là, il offrit sa collaboration à Cavour dans des termes remarquables de sincérité. Si j'ai pu, par le passé, avoir quelques objections contre ta politique, il ne s'agit plus maintenant de la discuter, mais de la faire réussir. Avec toute la franchise que tu me connais, je te dis que tu peux compter sur l'aide modeste que je peux t'apporter, vieux et usé comme je suis. Il n'est pas besoin que je te dise que je ne cherche aucun grade, car mon plus grand désir, quand je ne puis être utile, est de m'enfermer dans la vie privée. Aussi, n'y a-t-il aucune chose, ni aucune position que je considère au-dessous de moi. Cavour, de son côté, appréciait les qualités de Massimo d'Azeglio, père et auteur de la question italienne, disait-il. Ses qualités de diplomate. Il plaît, écrit-il. Le jour de Noël 1859, s'apprêtant à partir pour Paris, où il aurait dû représenter le Piémont au congrès qui finalement n'eut pas eu lieu, Cavour déclare à Farini qu'il ne veut pas être accompagné par Luigi Desambrois de Nevache, capable de jouer la contrebasse, mais non d'exécuter avec lui un duo. Il n'y a que Azeglio qui puisse être à la hauteur.
Je vous répète que j'ai absolument besoin d'Azeglio. Non vi è altri a ciò adatto che Azeglio. Vi ripeto che ho d'Azeglio nécessità assoluta. Volume 9, page 40. Fermé comme une huître, en certaines circonstances, peut-être. Sauf à lire sous sa plume, à la fin, peu de temps avant sa mort, le purisme exagéré est bon pour les sectaires, pas pour les hommes politiques. Dans ce monde, il faut savoir transiger. On avance qu'à force de transactions. Scusez, c'est un mauvais toux. Il purismo esagerato è cosa da settari, non da uomini politici. A questo mondo conviene saper transigere, non si va avanti qu'à forza di transazioni. Quelques mots pour finir sur la langue de l'épistolario. La plupart des éditeurs de la correspondance de Massimo d'Azeglio ont donné de ces lettres, pour des motifs divers, touchant au contenu, mais aussi à la forme, des versions non seulement incomplètes, le plus souvent altérées, fautives et non fiables. La langue dans laquelle il écrit a souvent été l'objet de révisions inspirées par la volonté de redresser une prose jugée non conforme au canon du bien-dire ou du bien-être. Azeglio n'avait de l'usage toscan qu'une connaissance empirique, non fondée sur l'étude des classiques. Lorsqu'en 1838, il visite les lieux de la montagne de Pistoia, où il va situer l'action dans son deuxième roman, le Niccolò dei Lapi, il découvre que les gens de Costa, il emploie cet adverbe de travers, mais enfin, il ne sait pas ce qu'il veut dire vraiment. Il découvre que les gens de Costa parlent comme Lasca ou comme Boccace, et il fait part de son émerveillement à son beau-père Manzoni, qu'il est bien loin de suivre dans son interminable exploration du problème de la langue italienne, ni dans son choix de la lingua d'uso de la classe cultivée de Florence. Azeglio appartient à ces auteurs qui pratiquent ce que Gianfranco Contini appelle le mistilinguismo. Le style de ces auteurs, écrit Claudio Marazzini, se caractérise par l'usage de formes linguistiques puisées à des sources diverses. Toscan archaïque, toscan moderne, langage commun et dialecte coexistent en un mélange composite. Contini voyait dans ses praticiens du mixtilinguisme les précurseurs plus ou moins volontaires de l'expressionnisme linguistique otto-novecentesco. Parmi ces auteurs, Contini distingue entre autres Giovanni Faldella, lequel écrit « J'admets que la langue confidentielle de Massimo d'Azeglio est tout sauf pure. Il se sert du piémontais, du lombard, du romanesco, du français, de l'anglais et de l'espagnol pour écrire en italien, mais sa pensée est toujours limpide. Si l'on me fait l'honneur de me demander des conseils de lecture fondamentales pour la meilleure forme littéraire italienne, j'ai déjà suggéré et je suggère, outre les lettres de Giuseppe Giusti, celles de Massimo d'Azeglio, et même plus Azeglio que Giusti. C'est ce mixtilinguisme propre à Faldella et à Azeglio qui confère sa vivacité à la langue qu'ils emploient, jamais revêtue de ses habits du dimanche, comme celle de Manzoni ou de Gioberti par exemple. Les lettres d'Azeglio écrivait 17 ans plus tôt Matteo Ricci, son gendre, premier éditeur de l'épistolario de notre auteur, sont l'exemple idéal de cette écriture franche, spontanée, fluide, naturelle, de plus en plus appréciée des Italiens qui ne supportent plus la prose lissée, ajustée, contournée, fardée, académique. Dans les lettres d'Azeglio, la pensée prévaut continuellement et absolument sur la parole. Il est impossible de trouver un seul passage qui puisse faire soupçonner que tel pli ait été donné à la pensée, qu'ait été employé tel artifice d'expression pour obtenir une belle phrase. Lequel a le mieux atteint le but d'écrire des lettres avec le naturel de la langue vivante et parlée, Giusti ou Azeglio? Je n'hésite pas, quant à moi, de dire que c'est Azeglio. Je ne veux pas dire par cela que les lettres de Giusti ne méritent pas tous les éloges, mais ce crépitement continu de florentinisme me blesse. Le style épistolaire d'Azeglio est, selon moi, un des meilleurs exemples qui se puisse offrir. Suite à nos discussions sur ce sujet, et j'en termine, Peret Buffaria avait l'intention de consacrer une étude à la langue de Massimo d'Azeglio. Malheureusement, elle n'en a pas eu le temps. Je vous remercie.